Il est 8h37 et notre invité ce matin, Laurent Wauquiez. Bonjour. Bonjour. Vice-président de l'UMP, député UMP. Laurent Wauquiez, vous publiez un livre qui va faire du bruit. Il sort quand? Aujourd'hui? Il sort aujourd'hui. Ouais, qui va faire du bruit, qui a pour titre « Europe, il faut tout changer » aux éditions Odile Jacob. Je l'ai en main. On va en parler parce que vous faites des propositions que je qualifierais de iconoclastes et même vous allez beaucoup plus loin, vous voulez vraiment changer le fonctionnement de l'Union européenne. Bien, on va en parler, mais puisque nous parlons d'Europe, nous avons un nouveau secrétaire d'État aux affaires européennes qui s'appelle Harlem Désir. Est-ce que c'est un bon choix? Dans le livre, là, vous l'avez souligné, dans mon livre, j'essaye de faire des propositions pour faire bouger l'Europe. Qu'est-ce qui se passe avec Harlem Désir? En gros, on considère qu'il n'est pas compétent, qu'il n'a pas fait le job au Parti socialiste, et où est-ce qu'on le met? Aux affaires européennes. Harlem Désir, c'est exactement le symbole d'un pouvoir politique qui a renoncé à changer l'Europe. On met quelqu'un qu'on considère comme pas suffisamment compétent pour s'occuper du Parti socialiste, et l'endroit où le recycler, c'est l'Europe. C'est exactement ce que je dénonce. C'est-à-dire, c'est une France qui est faite de nains politiques qui n'ont plus le courage d'avoir la volonté de secouer la scène européenne. Harlem Désir est l'incarnation de ça. Et à l'UMP, vous ne faites pas la même chose? Quand vous choisissez Nadine Morano pour conduire une liste européenne dans le Grand Est, ou Michel Alliot-Marie, qui politiquement était un peu déconsidéré pour conduire une liste européenne, est-ce que vous ne faites pas la même chose, franchement? Michel Alliot-Marie était ministre des Affaires étrangères. Oui. Bon. Je pense que pour s'occuper d'Europe, ça va, il n'y a pas de souci. On a des personnalités sur notre liste qui sont des gens qui vont secouer. Mais j'ai pas tellement envie de m'amuser au casting. Le problème, vous avez parfaitement raison, c'est qu'en réalité, ça fait 30 ans que sur l'Europe, on fait semblant que ça marche. À l'UMP comme au PS? À l'UMP comme au PS, qu'on fait semblant que ça marche. Ça ne marche plus. Et si jamais on est vraiment pro-européen, il faut renverser la table. Et c'est ce que je veux faire dans ce livre. C'est des propositions qui permettent de renverser la table. Alors on va entrer dans ces propositions. On va revenir aussi sur les premières pistes de Manuel Valls. On va y revenir, Laurent Wauquiez. Mais parlons de vos propositions. Alors là, j'ai vu, d'abord, première proposition la plus forte, il faut changer l'Europe. Il faut maintenant une Europe à 6. Ça mérite explication. L'Union européenne, 28 pays. Vous dites non, ça suffit, on est trop nombreux, une Europe à 6. Ma conviction, c'est qu'on a fait n'importe quoi. À la fin des années 80, quand on a fait rentrer tous les pays d'Europe centrale, à l'intérieur de l'Union européenne, on a en fait tué le projet d'Union européenne. Pour prendre un exemple très simple, oui. Il y a une chose chez moi en Haute-Loire qui exaspère les gens. Le système des travailleurs détachés. Vous avez des personnes qui viennent d'Europe centrale, qui travaillent dans le secteur du bâtiment, tout en continuant à appliquer les règles sociales et les règles fiscales de leur pays d'origine. C'est dû à quoi? C'est dû à une Europe qui s'est beaucoup trop élargie, avec des écarts de salaire, par exemple, entre la Roumanie et l'Allemagne qui vont de 1 à 6. Donc, il faut en sortir. Et en sortir à un moment, c'est avoir le courage des ruptures et revenir à une Europe cohérente, pas beaucoup de pays, 6 pays, mais dans lesquels on est capable de faire enfin les mêmes règles fiscales, les mêmes règles sociales, le même fonctionnement du régime de retraite. Une Europe petite. Reconstitution d'un noyau dur. Exactement. Un petit noyau dur qui était l'époque où l'Europe marchait. Et qu'est-ce que vous faites des 22 pays qui restent? Vous leur dites, écoutez, on ne fonctionne pas au même rythme. Nous n'avons pas les mêmes envies. Le Royaume-Uni, en réalité, n'a pas envie d'Europe. L'Irlande continue à faire du dumping. La Roumanie n'est absolument pas au même niveau de vie. Et donc, il y a un moment où il faut juste être lucide. Donc, ces 6 pays, c'est l'Allemagne, c'est l'Italie? C'est l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la France, oui. La Belgique, les Pays-Bas. Ouais. Je ne mets pas dedans le Luxembourg, parce que le Luxembourg est devenu un paradis fiscal dans lequel il n'y a plus un tissu économique et industriel et qui est en fait un pays qui est devenu très artificiel. Mais les Portugais, par exemple, vont vous en vouloir, Laurent Wauquiez. Pourquoi cette Europe à 6? Il y aurait 6 pays et les autres ne comptent pas. Non, ce qui est important pour moi, c'est quoi? Je comprends pas. Ce qui est important pour moi, c'est de dire, ça fait maintenant 20 ans que l'Europe s'est noyée dans un élargissement chaque année, où on a petit à petit grossi et où on a perdu toute notre cohérence. Je veux casser ça. Et je veux dire, maintenant c'était une erreur, mais on corrige l'erreur. Et on revient à une dynamique avec un petit nombre de pays. Après, savoir si à un moment vous mettez le Portugal, vous le mettez pas, si vous élargissez ou non après ensuite, c'est pas le sujet. La question, c'est juste de dire, l'élargissement était une erreur. On corrige cette erreur, on revient à un noyau dur. Peu de pays, mais capables de décider ensemble. Sombrer avec l'Europe ou se sauver avec l'Europe, c'est votre slogan. Finalement, ça résume tout votre livre. Oui. Tout votre livre. L'euro. Est-ce qu'il faut sortir de l'euro? Alors là, parce que ces 6 pays appliqueraient quelle monnaie? L'euro? Il y a une chose que je veux garder, c'est l'euro.
Et je voudrais l'expliquer très concrètement à votre micro. Quand le FN propose la sortie de l'euro, oui, et c'est-à-dire en gros revenir au franc, oui. Si vous n'avez pas l'Allemagne avec vous, votre monnaie vaudra moins. Vous achetez un plein d'essence, l'essence s'achète en dollars, si votre monnaie est moins forte, votre plein d'essence, vous pouvez considérer qu'il vous coûtera à peu près 20 € de plus. Deuxième exemple, vous avez un compte d'épargne. Vous faites la sortie de l'euro, vous revenez au franc, ça signifie que vous allez avoir 20% de votre argent qui disparaîtra parce que votre monnaie vaudra moins. Troisième exemple, vous êtes en Haute-Loire, vous voulez faire construire votre maison, acheter un appartement, 200 000 €. À l'époque du franc, les taux d'intérêt étaient à 10%. Vous sortez de l'euro, vous avez une monnaie moins crédible, vous prenez des taux d'intérêt à 10%, et là, ça vous renchérit de façon extrêmement importante l'achat de votre bien immobilier. Donc, il y a un domaine qu'il faut garder, c'est l'euro. Le reste, il faut tout changer. Vous dites que l'euro a besoin d'un exécutif fort. C'est ce que vous dites dans votre livre. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est la Banque centrale qui fait tout. Oui, elle l'a plutôt bien fait, contrairement à ce qu'on a dit, mais il n'y a pas de pouvoir politique en face. Quand vous pensez que dans le domaine militaire, il y a des groupes permanents à Bruxelles qui se réunissent tout le temps avec des généraux qui ont des barrettes de décoration tout autour de la ceinture, qui se réunissent tout le temps, c'est-à-dire ils sont là pour faire ça. Sur l'euro, nous n'avons même pas un groupe fixe à Bruxelles qui permet de travailler ensemble. Parce que dans le livre, ce que j'essaye de faire aussi, c'est d'emmener le lecteur dans les coulisses. Lui faire voir ce qui se passe le matin à Bruxelles, où vous avez 28 personnes autour de la table. La table est tellement grande qu'il y a des écrans vidéo pour voir celui qui parle. N'est-ce pas revenir en arrière ? Se retrouver à 6 et laisser de côté les 22 autres pays. J'adore. Et le sentiment que vont avoir les gouvernements, les peuples, les populations de ces pays-là, Monsieur non ? Bourdin, oui. C'est exactement ce que je dénonce. C'est cette torpeur politique qui n'a plus le courage à un moment de changer. Et qui, parce qu'on a fait une erreur, croit qu'il faut continuer à faire des erreurs. Ben non. Il y a des moments où il faut être capable de dire on a fait une bêtise, on corrige. Alors, ce livre est aussi un plaidoyer pour un protectionnisme européen. Là, j'ai l'impression d'entendre Arnaud Montebourg s'exprimer. Hein. Vous avez à peu près les mêmes mots. Non, mais si. Non ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Si jamais on peut arriver, si jamais on peut arriver à avoir une lucidité dans laquelle on rassemble les gens, tant mieux. Mais pourquoi est-ce que je pose ce diagnostic ? Qu'est-ce que je vois ? Quand vous voulez aller en Chine, on vous oblige à faire des partenariats avec les entreprises chinoises. Les marchés publics chinois sont fermés à 90% à la concurrence. Les marchés publics européens sont ouverts à quasiment 100% à la concurrence. Michelin ne vend pas un pneu au Japon, parce qu'au Japon, ils ont mis des barrières non tarifaires. Par contre, nous, on laisse rentrer les pneus Bridgestone en Europe sans même contrôler. Nous sommes naïfs ? Mais on est totalement naïfs. C'est ce que je dénonce dans le livre, c'est une Europe qui offre son marché intérieur sur un plateau à tous les produits étrangers, alors qu'en revanche, la Chine, l'Inde, les États-Unis, le Brésil sont beaucoup plus habiles que nous pour donner un tout petit peu de préférence à leurs entreprises, ce qui est juste du bon sens. Comme maire, quand j'installe des panneaux photovoltaïques sur mon gymnase, et que, en raison des règles de la Direction Générale de la Concurrence, on m'explique, alors que c'est subventionné sur des deniers publics, que je n'ai même pas la possibilité de donner la préférence à une entreprise européenne, cette Europe-là marche sur la tête. Et donc il faut là aussi changer et mettre une dose de protectionnisme européen. Une dose de protectionnisme, est-ce que ça veut dire, par exemple, qu'il faut interrompre les négociations de libre-échange engagées par l'Europe avec l'Amérique du Nord, et notamment les États-Unis ? Ça veut dire que si c'est équilibré, ça ne me pose pas un problème. Ce qui en revanche me gêne, c'est quand les États-Unis ferment leur marché du photovoltaïque et que nous on le laisse ouvert. Ce qui me gêne, c'est quand on fait un accord avec le Canada où on accepte d'importer la lentille verte du Canada sans le moindre contrôle sur les substances chimiques qui sont utilisées, de l'Amérique du Nord, et où en revanche on fait peser sur nos propres produits des contraintes et des contrôles qui sont devenus absurdes. C'est-à-dire, ce que je dénonce, c'est juste une évidence de bon sens. Il y a 20 ans, Jacques Delors parlait de préférence communautaire et ça ne choquait personne. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est devenu un gros mot. L'objectif, c'est quand même d'offrir une base arrière à nos entreprises et de défendre nos emplois. On a perdu cette ambition. Nous devons faire changer l'Europe, dit Arnaud Montebourg. Je ne veux pas défendre Arnaud Montebourg, mais j'ai l'impression d'entendre à peu près la même chose, sauf que les chemins pris ne sont pas tout à fait les mêmes et que vous vous sentez peut-être plus libre aujourd'hui que ne peut l'être Arnaud Montebourg. Oui, parce que par exemple, Arnaud Montebourg, il plaide pour un Made in France. Oui. Bon. Vous aussi ? Le Made in France, c'est très bien, et je l'applique moi-même. Oui. Mais il faut qu'on se mette au niveau de l'Europe pour défendre. Si vous faites le Made in France, mais que l'Europe est une passoire, ça ne sert à rien. Est-ce qu'il faut respecter les 3%, ces fameux 3%, ces critères, ce critère que nous impose l'Europe de déficit public ? Le problème, franchement, c'est que vous adressez un Auvergnat. Hein. Oui. C'est-à-dire que les 3%, c'est pas pour Bruxelles qu'il faut les respecter. C'est pour Baptiste et Louise, c'est pour mes enfants. Oui, d'accord, mais c'est fixé par Bruxelles, les 3%. Oui, mais c'est juste fixé par le bon sens.
Oui. C'est-à-dire que quand vous dépensez trop, c'est vos enfants que vous chargez. Donc là, c'est pas un problème de Bruxelles. Par contre, il y a un problème de Bruxelles. C'est que Bruxelles n'investit plus. Que dans le même temps où Bruxelles impose ses 3%, elle ne lance plus de grands projets. On va prendre... Vous seriez au gouvernement, vous feriez quoi, Laurent Wauquiez? Vous diriez, il faut encore un délai pour nous permettre de rétablir nos comptes publics et de mettre en place des mesures relançant l'économie et relançant la croissance, ou pas? Vous ne demanderiez un délai à Bruxelles, là? Je serai au gouvernement. D'abord, la première chose que je ferais, ce qui est pas du tout ce qu'ils font, c'est uniquement des économies sur le fonctionnement administratif de l'État. Pas prendre dans la poche des Français, des économies sur le fonctionnement administratif de l'État, première chose. Et la deuxième chose, c'est que ce que je dirais à Bruxelles, dans le même temps, il faut que vous mettiez de l'argent pour lancer des grands projets. Mettre de l'argent pour lancer des grandes infrastructures, ça fait combien de temps qu'on attend le Lyon-Turin? Mettre de l'argent pour investir sur des nouveaux produits en matière de santé. Par exemple, faire en sorte que Bruxelles nous aide à découvrir, et j'en parle dans le livre, le premier vaccin européen contre Alzheimer. Ça, c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Oui, ça veut dire que vous ne subiriez pas les injonctions bruxelloises. Ça veut dire parce que Montebourg, dernière fois, hein, c'est la dernière fois, je vous promets. La question vous êtes converti ou quoi? Non, pas du tout. Non, pas du tout. D'ailleurs, je l'attends. Pour l'instant, il veut pas venir. Bon, la question des déficits. Il a raison d'avoir peur. La question, il n'a pas peur. La question des déficits est-elle accessoire? Il dit c'est accessoire. Elle est accessoire ou pas? Non, la question des déficits n'est pas accessoire, mais c'est d'abord une question nationale. Oui. C'est d'abord le problème de la France. Parce que ce qu'on est en train de faire, c'est de plomber nos comptes pour des années et des années et s'empêcher d'investir. Ça veut dire que la France sera plus capable de faire une autoroute. Ça veut dire que la France est plus capable de faire une grande ligne de TGV. Ça veut dire qu'on est plus capable de déployer de l'Internet à très haut débit. Donc là, c'est pas un problème européen, c'est d'abord un problème national. Par contre, ce qui est un problème européen, c'est que l'Europe nous embête avec des normes sur la courbure du concombre, sur la taille des escabeaux, et que dans le même temps, elle est incapable de lancer des grands projets, comme un GPS européen, rapidement mis en place, comme des grandes infrastructures. Et donc ce que je souhaite, c'est une Europe qui repart sur du projet. Ce qui était le cas au début. C'est quand même grâce à l'Europe qu'on a Airbus. C'est l'Europe qui nous a permis d'avoir la fusée spatiale. C'est l'Europe qui avait relancé l'entreprise de l'acier. Et on a perdu ça. Que l'Europe investisse. Exactement. Laurent Wauquiez, parlons d'immigration, parce que vous en parlez aussi dans votre livre. Là aussi, vous dites que le chacun pour soi est absolument désastreux en matière d'immigration. Il faut donc revoir les choses. Est-ce qu'une politique d'immigration européenne est possible? Non. Pas. Non. Non, c'est pas possible. Aujourd'hui, même à 6? Aujourd'hui, j'en ai acquis la conviction. Même à 6, ce noyau dur? Même à 6. Ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce que les pays européens n'ont pas la même situation par rapport à l'immigration. L'Allemagne a peu d'enfants, elle a besoin d'immigration. La France a plutôt beaucoup d'enfants, elle n'a pas besoin d'immigration. L'Allemagne va naturaliser et accorder la double nationalité à de très nombreux Turcs. Sauf que nous, on n'est pas dans la même situation. L'Italie est un pays où en fait les étrangers ne restent pas, ils passent par Lampedusa, ensuite ils viennent en France. Donc eux, globalement, ils défendent pas franchement leurs frontières, ils ont plutôt tendance à offrir un billet de train pour qu'ensuite les gens prennent la direction de la France. Donc ça ne marche pas. Et là encore, même principe, si ça ne marche pas, arrêtons de faire semblant. Bon, on a le courage de le dire. On supprime Schengen. On sort de Schengen. Il faut que la France sorte de Schengen. Je vais vous prendre quelques exemples simples. Aujourd'hui, l'Europe, par exemple, nous interdit de fixer des quotas en matière de regroupement familial. L'Europe nous fait des procédures, notamment pour tout ce qui est le traitement des demandes d'asile, qui sont devenues surréalistes. On est obligé de répondre avec un argument précis qui ensuite pourrait être contesté devant les tribunaux sur la moindre demande de visa de court séjour. 1,5 million de demandes qui sont adressées à la France chaque année. Donc ça ne fonctionne plus. Mais ça veut dire quoi? Qu'à nos frontières, on réinstalle des postes frontières avec des douaniers par milliers ou quoi? J'adore ce mythe. Oui. Vous allez de temps en temps peut-être au Royaume-Uni, juste comme ça. Oui. Vous franchissez la frontière, vous n'avez pas de visa à demander, il y a juste un tout petit contrôle que vous franchissez très vite. Et je vais en Italie, je vais en Belgique, je m'arrête même plus en Belgique. Même avec la Suisse, on n'est plus arrêté. Mais ça ne changera pas. C'est-à-dire que pour les déplacements des Européens, ça ne change pas. Donc vous ne touchez pas au déplacement des biens et des personnes. Le fait de sortir de Schengen nous permet juste de reprendre la maîtrise de notre politique d'immigration. Pour le reste, vous faites des négociations d'accord avec les partenaires pour autoriser sans visa le fait de franchir la frontière, c'est tout. Et donc parce que les immigrés, qui arrivent à Lampedusa, qui arrivent en Italie, ils passeront aussi et toujours de la même manière la frontière française, non? Sauf si on met enfin des vrais contrôles. Souvenez-vous au moment de la crise de Lampedusa. Mais à la frontière. À la frontière. Parce que c'est bien ce que je disais. Oui. Avec des douaniers, de nouveau avec des postes de frontière. Mais oui, c'est bien ce que je disais, non? Mais c'est bien ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec Schengen? Donc on ne circule plus librement.
on fait un contrôle sur l'immigration, c'est-à-dire ça nous permet quoi? Ça nous permet de lutter contre l'immigration clandestine, ça nous permet de fixer à un moment juste nos propres règles sur la politique d'immigration, parce que ça ne marche pas. Et là encore, on a affaire à des tabous sur lesquels on a l'impression que quand on dit ça, c'est des montagnes qu'il faut pas secouer. Bah si, il faut sortir de Schengen. Est-ce que votre position, c'est la position de l'UMP, Laurent Wauquiez? Parce que, oui. Ce que j'espère, c'est que ça va devenir la position de l'UMP. Parce que je n'ai pas entendu encore l'UMP sur l'Europe. Je ne sais pas quelle est la position. Vous la connaissez, vous? Mais il est temps qu'on la fasse entendre. Voilà. Ouais. C'est-à-dire ce que je refuse, c'est que cette élection européenne, soit juste qu'on a pour l'instant entendu, c'est-à-dire un casting, des personnes sur des listes, des affrontements des uns et des autres, mais pas d'idées. Ce rendez-vous sur l'Europe, il est important. Et il est important à une condition, c'est qu'on fasse pas un filet d'eau tiède. Mais est-ce que vous croyez que l'UMP va vous suivre? Vous savez, quand il y a 4 ans, j'ai posé la question de l'assistanat. Oui. Et que d'ailleurs, sur votre chaîne et sur votre plateau, j'ai demandé qu'en contrepartie du RSA, on mette 5 heures de travail d'intérêt général et qu'on fasse en sorte qu'il y ait des droits et des devoirs. Tout le monde a hurlé. Aujourd'hui, tout le monde est sur cette idée. Ce que je pense, c'est que ce qui tue la politique, c'est les gens qui ne disent plus rien, qui sont tétanisés, qui n'apportent aucune proposition concrète sur la table. C'est vrai chez vous aussi, dans votre camp? Mais c'est vrai dans toute la politique française. Et c'est ça qu'on doit arriver à changer. C'est vrai à l'UMP. Mais c'est vrai sur votre plateau, c'est vrai chez moi. Non, mais qui est le leader légitime de l'opposition aujourd'hui? Laurent Wauquiez. Non, parce que j'ai l'impression... Où est-il? Est-ce que c'est François Bayrou? Non, mais où est-il? C'est qui? Je pense qu'on peut tous avoir une parole, à condition d'avoir une parole qui soit libre. Quand vous êtes dans l'opposition... Vous êtes devenu libre? Vous vous sentez plus libre qu'avant? Sincèrement. En tout cas, c'est ce que j'ai toujours essayé d'être. Oui, mais aujourd'hui, sincèrement. Oui, et je pense que la France est à un tel niveau d'impasse. Oui. Les choses sont tellement verrouillées qu'on peut plus avoir des politiques plombiers qui se contentent de mettre un tour de vis dans un sens, un tour de vis dans l'autre. Un bon artisan, c'est quelqu'un à un moment qui est capable de penser différemment. Et les bons politiques, ils devraient penser différemment. Est-ce que vous avez trouvé Manuel Valls bon mardi à l'Assemblée ou pas? Je veux pas être dans la critique stupide. C'est-à-dire que faire semblant que je suis contre tout, ça m'intéresse pas. Quand il dit qu'il veut baisser les charges sur les entreprises et sur les artisans et les professions libérales, tant mieux, c'est ce à quoi je crois. Quand il dit qu'il veut faire des économies sur les dépenses administratives, j'y crois. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Donc ça me va. Et j'ai envie de dire, chiche. Par contre, il y a un sujet sur lequel j'ai une grosse interrogation. Si je regarde la feuille d'impôt, et je crois que les Français qui nous écoutent doivent bien comprendre qu'il ne se fasse aucune illusion, avec le gouvernement Valls, la feuille d'impôt va continuer à augmenter. Qu'est-ce qu'on nous promet cette année? Le quotient familial... Elle augmente depuis de nombreuses années, mais avec le gouvernement Valls, elle peut continuer à augmenter. Nous verrons. Mais c'est même pas elle peut. Oui, elle va. Bon. La feuille d'impôt avec le gouvernement Valls va continuer à augmenter. Des exemples précis. Le quotient familial remis en cause cette année. Les complémentaires santé qui vont être fiscalisés cette année. Les complémentaires santé, que vos auditeurs l'aient bien en tête. Les cotisations retraite qui vont augmenter. Et enfin les retraités, ce qui est quand même totalement injuste, qui avaient eu 3 enfants, qui vont voir leur avantage remis en cause. Donc moi, mon sentiment, c'est qu'on met en avant une baisse d'impôt pour une minorité pour tenter de cacher l'augmentation d'impôt pour la majorité. Et ce qui me gêne, c'est que les augmentations d'impôt, c'est toujours pour les mêmes, les baisses d'impôt, toujours pour les autres. Alors j'ai une dernière question, Laurent Wauquiez. Europe, il faut tout changer. Très bien, vous sortez un livre. Est-ce que vous allez prendre une initiative politique pour, Bien sûr. Laquelle? L'objectif dernier, c'est de fédérer le maximum de personnes au sein de notre famille politique pour qu'on soit le maximum à dire au moment. Comment allez-vous faire? Travailler ensemble. Vous m'interrogez sur un chef de file. Moi, je crois au travail en équipe. C'est vous le chef de file? Non. Je crois au travail en équipe sur des propositions concrètes. Par exemple, avec quelqu'un comme Henri Guénaud, on a beaucoup de points communs. Avec les gaullistes, on a beaucoup de points communs. C'est ce travail en équipe qui doit revivifier notre famille politique. Comme chef de file? Non. Si. Mais pourquoi ne pas le dire? Pourquoi ne pas l'assumer? Monsieur Bourdin, pourquoi? Oui. Parce que cette guerre de chefs, ces querelles d'ego, c'est ça. Vous avez vu la dernière querelle entre François Fillon et Jean-François Copé? Oui, ou avant c'était entre Alain Juppé. Oui. Tout ça ne m'intéresse pas. Je ne veux plus mettre une seule pièce dans ce jukebox de la querelle des égos. Donc ce qui m'intéresse, c'est un moment de secouer la poussière, mettre des nouvelles idées sur la table. C'est ce que je fais dans ce livre. Merci Laurent Wauquiez, notre invité ce matin à 8h56.